la lettre X nous entraîne dans les origines les plus anciennes de la philosophie parce qu'on va parler de Xénophane. Xénophane, c'était un philosophe présocratique, c'est-à-dire qu'il travaillait avant Socrate et Platon. On pense souvent que c'est avec ces deux grands bonhommes qu'a été inventée la philosophie, mais en réalité, beaucoup de philosophie était pratiquée avant eux. Donc Xénophane était un présocratique et il fut le premier à parler de la notion de doxa. Donc la doxa, ce serait le dogme, l'opinion illusoire, ce serait l'idée reçue qu'on adopte sans trop l'examiner. On l'adopte parce qu'elle est dominante. Xénophane pensait qu'on était condamné à être enfermé dans la doxa et était très sceptique quant à la faculté des êtres humains à trouver des vérités sur le monde. Cela est lié à l'un des arguments qui est souvent utilisé par les opposants à la philosophie avec les enfants. Certains disent que les enfants, dans les ateliers de philosophie, répètent justement des préjugés et des idées reçues et que finalement ils véhiculent la doxa de la société qui les entoure. Qu'en pensez-vous alors? Est-ce que les enfants sont condamnés à répéter des idées reçues ou sont-ils capables de trouver des idées vraies sur le monde? Mais il n'y a pas que les enfants qui répètent des idées reçues. Les adultes ne font que ça, disons, en permanence. Il faut précisément cet effort de la philosophie pour pouvoir s'en distancier. Et c'est vrai aussi que des enfants répètent beaucoup ce qu'ils entendent chez eux, notamment leurs parents, parce que leurs parents, c'est quand même le modèle d'identification, disons, dominant. Et pour eux, bon, c'est des adultes, les parents ont quelque part un petit peu toujours raison. Il leur faut un moment pour s'apercevoir que les parents peuvent aussi mentir, disons, se tromper. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, les enfants, quand ils sont jeunes, changent assez facilement, disons, d'avis dès lors qu'ils rencontrent un certain nombre, disons, d'objections. On dirait que chez eux, disons, les préjugés ne sont pas aussi profondément, disons, enracinés, peut-être parce que l'éducation n'a pas encore pesé, disons, de tout son poids, que chez les adolescents. C'est plutôt chez des adolescents, alors peut-être que là aussi il y a le problème de la conformité au groupe qui joue, etc., que je trouve des préjugés sexistes, racistes, par exemple, xénophobes, très fortement implantés, plus peut-être que chez les enfants. Donc finalement, les enfants, même si parfois ils véhiculent la doxa, ne sont pas tout à fait dogmatiques d'après vous. Ils arrivent à remettre en cause le dogme. En tout cas, c'est nous qui avons pour objectif, animateurs de discussions à visée philosophique, de les faire évoluer, disons, sur ce point. C'est très important qu'ils puissent dire quels sont leurs préjugés. Alors justement, précisément, si un enfant d'aventure exprime un préjugé, comment vous réagissez? Est-ce qu'il faut le rejeter? Est-ce qu'il faut le... Alors il y a un certain nombre de gens qui ont une réaction spontanée devant un préjugé raciste, par exemple, ou sexiste, ça les insupporte, ça les choque. Ils arrêtent en disant « mais tu n'as pas le droit de dire ça, il ne faut pas dire ça, et puis c'est interdit par la loi, etc. Moi, je ne procède jamais de cette façon-là, parce que je pense qu'à ce moment-là, on perd l'occasion de les faire réfléchir sur ce qu'ils pensent. S'ils disent ce qu'ils ont dans la tête, c'est que quelque part, ils le pensent. Et donc, il vaut mieux qu'ils puissent le penser pour qu'ensuite, on puisse travailler ce préjugé. Et c'est ça précisément le travail philosophique, c'est travailler finalement sur leurs opinions et leurs préjugés. Et il faut faire davantage confiance au groupe. Et c'est vrai que quand il y a un préjugé, par exemple, disons sexiste, il y aura toujours, alors ça peut être un garçon, le plus souvent c'est une fille, pour protester contre ce qui vient d'être dit, en disant mais c'est pas ça, etc. Donc moi je préfère, disons, que ce soit le groupe qui examine ce qui vient d'être dit, y compris, disons, les préjugés, peut-être surtout même les préjugés, que d'interdire de les dire, sinon on ne peut pas les travailler. Donc vous défendez l'idée que la liberté d'expression des préjugés doit être autorisée afin de justement les dépasser. Absolument. Et de pas, si on transforme les préjugés en tabous, on ne pourra jamais les examiner quelque part. Tout à fait. Et là on tombe dans la moralisation, c'est-à-dire dans des choses qui sont imposées sans que ce soit véritablement adopté et intériorisé par les enfants. Et contrairement à l'idée selon laquelle les enfants véhiculeraient des préjugés, est-ce que vous avez, au contraire, parfois eu l'impression que les enfants sont capables de formuler des idées extrêmement authentiques sur le monde? Oui. Peut-être parce qu'ils posent précisément ces questions massives et radicales
Souvent, les enfants m'ont remis devant les questions fondamentales, disons, de l'humanité. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, toute la culture philosophique que j'ai été prof de philo pendant 28 ans, c'est comme si toute ma culture philosophique masquait peut-être la radicalité du questionnement. Et les enfants m'y ramènent. Alors, c'est pas pour mythifier ou mystifier quelque part l'enfance, mais c'est pour montrer qu'il y a dans l'enfance une puissance, disons, de questionnement dont ont bien besoin les philosophes. D'ailleurs, c'est Grothuizen qui disait la métaphysique, c'est la réponse aux questions des enfants. Et donc cette authenticité, vous la voyez dans les questions, mais jamais dans les théories ou les idées ou les hypothèses qu'ils formulent? Si, ça peut arriver.